Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Un tournoi de golf au profit de la Fondation Princesse Charlène. La 4e édition de la Princess of Monaco Cup a réuni de nombreuses personnalités. Retour sur cet événement dans quelques instants. Retour triomphal pour Théo Andan en principauté. Le Français vice-champion du monde de relais 4x400 a été accueilli comme il se doit par son club de l'AS Monaco Athlétisme et nous y étions. J-1 avant la Coupe du Monde de rugby, une édition particulière puisqu'elle aura lieu en France. Pour en parler ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Cédric Baudou, journaliste présentateur de France Télévisions. Nous nous intéresserons aussi à une autre Coupe du Monde, celle des moins de 12 ans à laquelle participera Monaco. La rentrée scolaire, c'est ce lundi en principauté. À l'approche de ce grand jour, certains élèves ont pris un peu d'avance en optant pour des cours de soutien scolaire. Reportage dans ce journal. Et puis 120 000 visiteurs. Le succès a été au rendez-vous pour l'exposition Monet en pleine lumière. Nous l'évoquerons avec la directrice générale du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri. Parterre de stars pour la Princess of Monaco Cup, le champion olympique de saut en hauteur, Moutaz Barchim, l'ancien pilote Mika Hakkinen ou encore le champion du monde de rugby 2007 avec l'Afrique du Sud, Bryan Habana, ont pris part à la 4e édition de ce tournoi de golf. Un événement au profit de la Fondation Princesse Charlène qui s'est déroulée hier au Monte Carlo Golf Club et sur la place du Casino. Retour sur cette journée avec Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. 19 équipes de 3 joueurs, dont une célébrité, se sont affrontées sur le format Scramble. Ce tournoi de golf est un événement sportif et caritatif, unique sur l'un des terrains les plus spectaculaires au monde. L'objectif étant de récolter des fonds en faveur de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Déjà à la veille au soir, on a tiré au sort les célébrités pour les mettre dans les équipes. Même pour le souverain, l'équipier a été tiré au sort. C'est Max Günther de Formula I chez Maserati, une équipe monégasque. Et le hasard a bien fait les choses. Et ce matin, donc briefing, tournoi, chacun part depuis un trou. Et c'est un format scramble, c'est-à-dire que chacun joue la meilleure balle des 3 joueurs. Et puis ensuite, on va faire la remise des prix. Toujours dans un esprit convivial, les différentes équipes terminent le parcours de golf dans la bonne humeur. On a passé une très belle journée, j'ai eu des partenaires vraiment fabuleux. Je suis très content de mon équipe, j'ai choisi la bonne équipe pour un retour au golf après quelques années. Le tout avec le soleil, une bonne humeur et une très bonne ambiance. C'est super de faire ça justement avec la Fondation, je pense que tout le monde passe un bon moment. Afin de clôturer cette journée, une expérience exceptionnelle a été offerte aux équipes et aux partenaires. Le tir symbolique du 19e trou sur la place du Casino de Monte Carlo. Une belle occasion de tester son swing sur un terrain de golf éphémère. Et au même moment, un champion était à l'honneur au stade Louis II. Théo Andan a reçu un accueil triomphal de la part de son club, l'AS Monaco Athlétisme, après son titre de vice-champion du monde de relais 4x400. Le Français, qui évolue au club depuis l'âge de 13 ans, ne s'attendait pas à un tel retour, qui plus est, en la présence du prince Albert II. Le reportage de Fabien Bonilla et Julien Logier. Théo Andan a été accueilli en véritable héros dans un stade qu'il connaît par cœur, où il y a couru pendant des centaines et des centaines d'heures. Un hommage qui a débuté par une haie d'honneur composée de près d'une centaine de licenciés de la SM Athlétisme, une hola, des applaudissements, des sourires aux lèvres et de la fierté. Un retour au bercail en présence du souverain, avec en fond sonore les commentaires de la finale du 4x400 qui a permis à la France de décrocher sa seule médaille des championnats du monde. Je savais qu'il y a une petite réception, mais avec autant de monde, le prince aussi surtout, c'est incroyable, ça me fait super plaisir, ça me fait super chaud au cœur, je suis super ému. Franchement, c'est top. Tu es redescendu de ton nuage ou tu es encore là-haut au sommet? J'ai eu un peu de mal pendant une semaine, je suis resté un peu haut, ouais. Et là voilà, vu que je suis en vacances maintenant, j'ai fait ma dernière compétition lundi dernier, et maintenant ouais, voilà, je redescends et je profite un peu aussi des vacances et de cette médaille. Parmi toutes les personnes venues lui rendre hommage, sa famille, son entraîneur historique, les représentants de la Fondation Flojac qui le soutiennent depuis 6 ans et bien sûr les membres du club. Comme beaucoup de gens du club, je ne suis pas le seul à avoir été ému. Là, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là dans quelques minutes? Je l'ai déjà vu, alors. On s'est pas dit quelque chose, on s'est regardé et il sait ce que je pense. Félicitations et aussi merci de représenter le rouge et le blanc qui représente notre principauté,
qui est un petit état, mais qui au final, au niveau des performances physiques, pas que dans l'athlétisme, mais aussi dans les autres sports, brille au niveau mondial parfois. On a toujours été là pour lui, on va continuer encore plus, voilà, parce qu'il a de très très bons résultats, c'est un très bon garçon, il mérite tout ce qui lui arrive, et il mérite encore mieux. J'ai jamais été aussi stressé, et quand je vois l'équipe de France, donc je vois que ça part bien, hein, que tout le monde fait son job, et que je vois Théo prendre le relais en deuxième position, j'ai dit pourvu qu'il garde cette place jusqu'au bout. Moi là je suis ému là. Ouais. Si je ne me retiens pas, je vais pleurer je crois. Voilà. Lors de cette cérémonie, le prince Albert II a remis à Théo un trophée spécial pour récompenser l'athlète le plus titré du club. Théo Andan, vice-champion du monde, champion de France, médaillé de bronze au championnat d'Europe, et la liste est encore longue. Cet hommage a été un moment de suspension et de légèreté pour ce sportif de haut niveau, mais le regard de Théo est déjà dirigé vers Paris en 2024, avec à la clé le Graal, les JO. J-1 avant la Coupe du Monde de rugby, les joueurs de Fabien Galtier ont effectué un ultime entraînement sur la pelouse du Stade de France aujourd'hui. Les Bleus, qui font partie des favoris de ce mondial qui se déroule, je vous le rappelle, en France. Avant d'en parler avec un visage qui vous sera peut-être familier si vous regardez le rugby sur France Télévisions, Émilie Flamin est allée à votre rencontre pour savoir si vous alliez suivre cette Coupe du Monde de rugby. Et la réponse est sans appel. Bien sûr que oui. Comment? À la télé? À la télé ou peut-être au FC Nantes. Rugby, bien sûr, c'est la France. Absolument, je ne connais pas tous les joueurs, mais bien sûr, la Coupe du rugby, je suis pas loin là. Le match d'ouverture, je serai chez mon ami Fred au Monaco Bar. Pas tout seul à la maison, il y a du monde, bien sûr. Il faut que ce soit l'ambiance, que ce soit festif. On joue à la maison puisqu'il n'y a pas de fan zone dans le secteur. Donc, on sera obligé de regarder ça en famille, avec les amis, les copains à la maison. Comme toutes les Coupes du Monde, que ce soit le football, le basket, l'athlétisme, toutes les Coupes du Monde sont bonnes à regarder parce que ça apprend beaucoup et ça draine des nouveaux adhérents dans la section. Réponse unanime donc pour les personnes que nous avons rencontrées. Oui, elles suivront la Coupe du Monde de rugby et peut-être supporteront-elles aussi l'équipe de France. Les Bleus avaient d'ailleurs choisi Monaco pour leur premier stage de préparation. Et pour parler de ce mondial, Cédric Baudou, journaliste présentateur à France Télévisions, nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonsoir Cédric Baudou. Bonsoir. La plus belle affiche de cette Coupe du Monde est assurément le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, hein. Oui, ça c'est sûr que c'est le match de référence. C'est un match qu'on attend tous depuis plusieurs années maintenant, depuis qu'on connaît le tirage au sort. France-Nouvelle-Zélande, c'est pour nous peut-être la plus belle affiche du rugby en règle générale, et surtout en Coupe du Monde, parce qu'il y a un énorme passif entre ces deux équipes qui s'apprécient et se respectent énormément. Mais se craignent également toutes les deux. Alors, Fabien Galtier a dévoilé la composition du 15 de France pour le match demain. Est-ce qu'il y a des surprises? Non, pas de surprise parce que vous le savez, 2 joueurs sont absents pour cause de blessure et logiquement, en fait, les joueurs remplaçants ont pris leur place tout naturellement. Il n'y a pas eu de révolution avant la compétition et c'est à l'image d'ailleurs de l'équipe de France parce qu'elle prépare cet événement depuis maintenant 4 ans et Fabien Galtier, Raphaël Ibanez et tout le staff ont prévu ce type de contre-temps possible, les blessures, et puis ils se sont préparés à ce que tout soit possible au cours de la compétition. Donc, ils avaient prévu ça. Donc, non, pas de surprise. On a les meilleurs joueurs au meilleur poste. Et donc, maintenant, les stars vont rentrer dans l'arène demain soir et on a hâte. Comment vous la sentez, cette équipe de France, Cédric? On a l'impression que la France n'est jamais apparue aussi forte à l'approche d'une Coupe du Monde. C'est vrai que quand on regarde dans l'histoire de la Coupe du Monde, tous les éléments sont réunis. Les Français ont battu sur les 4 dernières années toutes les nations majeures du rugby mondial. On a un joueur exceptionnel qui est Antoine Dupont, qui a été sacré meilleur joueur du monde. On a un staff qui travaille d'arrache-pied depuis 4 ans. Et c'est vrai que quand on y regarde de plus près, on n'a pas en mémoire une équipe aussi forte qui s'avance. Mais, parce qu'il faut toujours être prudent en sport, et surtout en rugby, il y a aussi des éléments qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent brouiller un petit peu les cartes. Notamment, on parle de cette pression, le fait de jouer en France et surtout le fait d'être favori. C'est un costume que les Bleus vont devoir porter. Et je pense que ça va les galvaniser, mais ça peut également leur jouer des tours. C'est vrai que dans l'histoire de la Coupe du Monde, à chaque fois que la France a joué à domicile, c'était le cas en 99 puisqu'ils avaient quelques matchs en France, les Français ont un peu déjoué.
On se souvient également des Anglais qui avaient organisé la Coupe du Monde chez eux et qui ont été complètement pris par l'ambiance et la pression qui est tombée sur leurs épaules et qui sont passés à côté. Alors, je pense quand même que les joueurs de l'équipe de France sont armés pour ça. On a des joueurs très pros et qui, eux, arrivent à se nourrir de ce type d'énergie. Mais en fait, la meilleure démonstration de tout ça, la réponse, ce sera demain soir, tout simplement. Avec, vous l'avez dit, tout un pays derrière cette équipe de France, vous sentez un réel engouement autour des Bleus, vous qui avez suivi les matchs de préparation? Oui, alors on a senti une montée en puissance, on va dire, au fil de ces 4 années autour du 15 de France. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'équipe de France a renoué avec le succès. Les Français se sont habitués à redécouvrir des visages dans cette équipe de France. Ils sont capables de connaître des joueurs qui sont identifiés, qui ont des fortes personnalités. Et puis, on sent un engouement là. Je vois là sur les derniers 15 jours quelque chose qui est en train de monter en France. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, on est dans une année très particulière, parce que on va également accueillir les Jeux Olympiques dans 1 an. C'est un peu une grande répétition, cette Coupe du Monde de rugby, mais même plus que ça. Je sais que la ville de Paris a booké une fan zone, place de la Concorde. Je crois que la jauge est entre 60 000 et 80 000 personnes. Donc, on s'attend à une immense fête. Il fait beau, franchement, tout est réuni pour que cet événement soit extraordinaire. Et comment cette immense fête va se traduire sur France Télévisions? Alors nous, on a de la chance parce que en fait, au départ, on n'était pas diffuseur, et puis on a eu la chance et surtout le talent de réussir à avoir une dizaine de matchs, 10 matchs au total, et en plus de belles affiches. Donc on partage l'antenne avec TF1 et M6, mais on a 10 matchs, 10 rencontres. Donc nous, on attaquera ce week-end dimanche après-midi par un match entre les Fidji et le Japon, et puis par un énorme choc pour cette première journée, parce qu'il n'y a pas que France-Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud, championne du monde, va jouer contre l'Écosse, et l'Écosse peut être peut-être l'équipe qui peut brouiller les cartes dans cette poule. Voilà. Et donc ces 10 rencontres qu'on va diffuser sur France Télé sont de qualité. On a également un quart de finale. On a un match de l'équipe de France à Marseille contre la Namibie. Et puis voilà. Et puis des rencontres qui sont magnifiques. Et on est vraiment tous très heureux et impatients de vous faire vivre ces événements sur France Télé. Une dernière question, Cédric. Un pronostic pour cette Coupe du Monde. Est-ce que la France peut rêver d'un premier sacre, même si, vous l'avez dit, dans le sport, il faut toujours être prudent? Oui, la France peut rêver de ce premier sacre. Il faut pas se voiler la face. La France est l'une des équipes favorites. Mais après, dans le dernier carré, sincèrement, il y a des équipes extraordinaires engagées dans cette compétition. Et je pense que rarement, on a eu des équipes aussi proches les unes des autres. Je pense à l'Irlande, je pense à l'Afrique du Sud, et je pense même à la Nouvelle-Zélande, que certains disent un peu diminuer ces quelques mois, ces quelques années. Je n'en crois rien. Je pense que ces 4 équipes sont vraiment dans un mouchoir de poche pour décrocher le titre. Mais la France, oui, la France peut décrocher ce titre. Il faut y croire, et j'y crois. Oui, le match de demain donnera la tendance. Merci Cédric Baudou d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Eux aussi s'apprêtent à vivre leur Coupe du Monde, celle des moins de 12 ans. Les joueurs de la Fédération monégasque de rugby participent à partir de ce vendredi au tournoi international Ovalive à Mossane-les-Alpilles dans les Bouches-du-Rhône. Juste avant leur départ, Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet ont été suivre leur entraînement. Regardez. Échauffement avec Ahmad. Ensuite, on va travailler les pops, la libération au sol, d'accord, parce que ça va être très important. Ils sont une dizaine de jeunes rugbymen à avoir été sélectionnés pour représenter la principauté au tournoi international Ovalive de Mossane-les-Alpilles dans les Bouches-du-Rhône. Une sorte de petite coupe du monde des moins de 12 ans avec notamment l'Irlande, l'Espagne ou même la Nouvelle-Zélande représentée. C'est un grand honneur parce que je vais jouer contre des gens que je vais pas voir tous les jours. Je vais pas les croiser demain dans la rue. Donc c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour aussi voir le niveau des autres équipes. Je vais jouer à fond, je vais tout me donner parce qu'ils m'ont sélectionné. Je veux pas leur faire regretter de m'avoir choisi moi et pas quelqu'un d'autre parce que dans mon club il y en a plein qui sont doués. Monaco doit son invitation au lien étroit entre la dynastie Grimaldi et les Baux de Provence. Le prince Albert II et le prince héréditaire Jacques étant marquis des Baux. Cette compétition se joue sur 1 jour et demi. Vendredi, les phases de poule et samedi, les matchs à élimination directe. Si les jeunes monégasques sont impatients de jouer, les encadrants ont également hâte de voir à l'œuvre ces enfants qui participent à leur premier tournoi ensemble. Sur le temps de passe, je viens ici, et là il a moins de vitesse, et là je peux aller chercher. D'accord? Ok? Tu te souviens hier quand on a dit temps de passe, on monte sur l'adversaire.
2 suivants. Je pense qu'il y a 8 équipes qui viennent du monde entier. C'est plus une découverte et un moment convivial à passer tous ensemble. On est souvent à l'étranger, donc c'est difficile de suivre quand on est en Serbie ou ailleurs, ou en Pologne, comme on a été cet été. Mais là, c'est dans le coin et ça permet évidemment de mettre le focus sur cette catégorie. Le tournoi Ovalive des terroirs du monde, c'est également bien plus que du rugby. En parallèle, une compétition des spécialités culinaires s'organise. Pour Monaco, reste donc à savoir s'ils sont meilleurs au rugby ou à l'aioli. Et sachez que d'autres joueurs ont porté les couleurs de la principauté dans un autre tournoi cette semaine, la Rugby Heritage Cup. Il s'agit du premier tournoi mondial de rugby scolaire. L'équipe d'Aurélien Lazzaro a terminé 7e derrière la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore l'Irlande. Une belle expérience pour ces jeunes rugbymen. En basket, c'est un sans faute pour le moment pour la Roca Team en match amical. Les Monégasques se sont imposés face à l'équipe turque de Tofas Bursa, grâce notamment à un Mike James des grands jours. L'occasion aussi pour l'AS Monaco Basket de retrouver un ancien de la maison rouge et blanche, JJ O'Brien, vainqueur de l'Eurocup avec le club de la Principauté. La rentrée approche à grands pas pour les élèves monégasques, l'occasion pour certains d'entre eux de se replonger déjà dans les manuels scolaires. Depuis plusieurs années, Monaco Famille Concept propose du soutien scolaire et prépare ceux qui le souhaitent à leur nouvelle rentrée. Yannick Debever et Olivier Bonello les ont rencontrés. Allez, c'est parti. Studieux déjà les élèves de Monaco Famille Concept. Quelques jours avant la rentrée des classes en principauté, ces enfants ont tenu à se replonger dans les manuels scolaires un peu plus tôt que leurs futurs camarades. C'est ma première année ici et d'habitude je révise pas avant la rentrée, mais on rentre en 4e et du coup bientôt c'est le brevet. Du coup mieux vaut se mettre dans le bain. On a pris 2 mois de vacances et on va dire que pendant les vacances on n'a pas trop travaillé. Et là c'est pour nous remettre à l'aise, on va dire. On fait des maths et voilà. Enfin, ça nous apprend, ça nous entraîne. Monaco Famille Concept est une agence d'aide à la personne spécialisée dans le soutien scolaire. Une dizaine d'intervenants est présente à l'année pour accompagner des élèves de tout niveau entre la 6e et la terminale. Des séances particulières sont dispensées, mais la plupart des cours sont collectifs, ce qui permet aux ados de se retrouver ensemble et se motiver mutuellement. Sandrine, notre responsable pédagogique, ouvre le collectif, les heures de collectif tout au long de l'année de 13h à 19h. Et en fait, les enfants viennent quand ils en ont besoin. Et ça fonctionne très bien. Ça fait déjà plusieurs années que tous nos élèves réussissent le brevet avec 100% de réussite. Et le bac, cette année, on n'a pratiquement eu que des mentions. Avec plus de 3000 heures de cours de soutien scolaire par an, collectif ou particulier, Monaco Famille Concept représente un véritable atout pour la réussite des élèves monégasques. Retour à présent sur le succès exceptionnel de l'exposition Monet en pleine lumière au Grimaldi Forum. Salué de façon unanime, l'événement aura accueilli 120 000 visiteurs en moins de 2 mois. Bonsoir Sylvie Biancheri. Bonsoir Émilie. Est-ce que je m'adresse ce soir à une directrice générale heureuse ? Évidemment, évidemment. C'est un chiffre formidable. 120 000 visiteurs en 58 jours. C'est notre record depuis l'ouverture du Grimaldi Forum et des expositions estivales. Oui, au même titre que l'exposition Les années Grace Kelly, princesse de Monaco en 2007. Vous venez de le dire, Monet a battu aussi des records. Absolument, des records, un record d'affluence, plus de 2000 visiteurs par jour en moyenne. On a quelquefois atteint 4200 visiteurs dans la journée. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu jusqu'à présent. Selon vous, qu'est-ce qui a fait le succès de Monet en pleine lumière ? Alors écoutez, plusieurs choses. Je pense d'abord l'ancrage méditerranéen de cette exposition qui n'avait jamais été évoqué en tant que tel dans dans des expositions sur Monet. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'expositions sur Monet et c'est toujours le challenge en fait, c'est d'arriver à trouver un angle original, intéressant, particulier. Donc cet ancrage méditerranéen, la réunion d'un nombre d'œuvres de Monet faites sur la Riviera, je pense, a vraiment étonné notre public, les a attirés. Et puis, il n'y avait évidemment pas que cet angle Monet-Riviera, il y avait également
tout le reste, toutes ses œuvres. Donc ça permettait à la fois d'avoir une rétrospective sur l'œuvre de ce maître incontesté et incontestable, mais également, encore une fois, ce regard pour la première fois avec un nombre d'œuvres jamais rassemblées, d'œuvres de Monet sur la Riviera. Et grâce à ces différents succès, Sylvie Biancheri, la réputation du Grimaldi Forum n'est plus à faire aujourd'hui. C'est ça qui vous permet de collaborer avec de grands musées ? Bien sûr, Émilie, vous avez raison. C'est tout à fait ça qui nous permet de faire, en tout cas on l'espère, toujours mieux, de présenter de grandes expositions véritablement de niveau international dont on parle dans toute la presse, pas seulement la presse européenne, mais véritablement la presse internationale. Le caractère aussi international des prêteurs fait que les journalistes internationaux s'intéressent à nos expositions. Et c'est d'ailleurs une parfaite transition pour vous annoncer les expositions estivales à venir avec une grande collaboration avec la Tate l'année prochaine, donc de Londres, pour une exposition vraiment de grande qualité sur le peintre Turner. Donc en plus, un artiste, je dirais, qui a quelques liens avec Monet. Donc on espère en tout cas retrouver une grande partie des visiteurs de cette année pour cette exposition, qui aura en plus un petit volet contemporain, vu que les artistes contemporains inspirés par l'œuvre de Turner seront associés à l'exposition, seront présents dans cette exposition, et là, par l'intermédiaire d'un prêt complémentaire de la Tate Gallery. Et là, il faudra attendre l'été prochain pour la découvrir. Que nous réserve la rentrée culturelle, Sylvie Biancheri ? Beaucoup de choses. On démarre très fort. Dès samedi, Romane Fraissinet, donc dans la salle des Princes, pour nous faire rire. Je pense que voilà, le ton était donné. On a fait beaucoup d'humoristes cette année, mais c'est quelque chose qui plaît beaucoup. C'est un public de plus en plus nombreux. Ensuite, beaucoup de choses. La semaine prochaine, 2 spectacles. L'Orchestre Philharmonique d'Israël, le 13 septembre. Également, Duel Reality, qui est donc ce spectacle de cirque contemporain qu'il faut absolument voir. C'est un très beau spectacle. Puis on continue avec bien le concert d'ouverture traditionnel de notre Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et puis 2 dates importantes pour nous, 2 comédies musicales. On essaye toujours de faire mieux. Donc pas une, mais 2 comédies musicales. West Side Story dans une toute nouvelle mise en scène extrêmement attrayante mi-octobre. Et puis également Madagascar, un spectacle, une comédie musicale donc inspirée du dessin animé éponyme pour tout public, pour les familles, début décembre, voilà, avant les fêtes de fin d'année, et puis plein d'autres choses, bien sûr. Oui, puisqu'à tout cela s'ajoutent les rendez-vous traditionnels, parce que le Grimaldi Forum, c'est aussi un centre de congrès. Mais évidemment, il ne faut pas l'oublier, c'est un centre de congrès à part entière qui évidemment démarre sa rentrée. On l'a déjà un petit peu démarré puisque nous avons accueilli le tirage de l'UEFA et on était ravis de les accueillir à nouveau après 3 ans d'absence. Mais bien évidemment, on va commencer à dérouler tous les grands salons professionnels récurrents de la rentrée. On va démarrer par l'UXPAC, mais également les Assises de la sécurité, Sportel, et puis d'autres événements professionnels, d'autres conventions et congrès. Voilà, ça n'arrête plus, on va dire. Nous sommes partis. Des événements que nous aurons le plaisir de couvrir sur Monaco Info. Merci infiniment, Sylvie Biancheri, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci Émilie. Et le casino de Monte-Carlo aura également connu une belle fréquentation cet été avec près de 139 000 entrées au lieu touristique de la Principauté. L'établissement aura séduit les voyageurs de par son architecture, son histoire, mais aussi bien évidemment ses salons de jeu. La météo à présent. Bonsoir Julia Vial, quelle est la tendance pour la journée de vendredi, Julia ? En cette veille de week-end, un grand ciel bleu attend les Monégasques. Les températures seront douces et comprises entre 22 et 29 degrés. Attention, nous perdrons cependant encore quelques minutes de soleil puisqu'il se couchera à 19h56. Profitez donc bien de ce vendredi et de ce dernier week-end avant la rentrée qui est prévue ce lundi 11 septembre. Dernière information à vous communiquer, ce vendredi, nous célébrerons les Hadriens.
Plein soleil donc pour ce dernier week-end avant la rentrée. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui a suivi les participants de la Princess of Monaco Cup, tournoi de golf au profit de la Fondation Princesse Charlène. Demain, vous avez rendez-vous avec Fabien Bonilla pour le JT. Pour ma part, je vous retrouve lundi. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.